Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un film assez particulier, Le Voyeur de Michael Powell, sorti en 1960, un film dont le destin fut également assez particulier, car combien d'œuvres peuvent se targuer d'avoir à la fois détruit la carrière de leur auteur, mais aussi d'avoir ouvert la porte à un nouveau genre cinématographique. Et oui, Le Voyeur, c'est le film qui va transformer le plus célèbre réalisateur anglais après Hitchcock en persona non grata des productions et des critiques. Et pourtant, c'est aussi un film séminal qui va donner naissance au genre du giallo, puis au slasher. Name the movie that started the slasher craze. Halloween, Texas Chainsaw Massacre. Psycho! None of the above. Peeping Tom, 1960, directed by Michael Powell. First movie to ever put the audience in the killer's POV. Avant de parler du Voyeur, penchons-nous 2 minutes sur son réalisateur Michael Powell. Powell débute dans le cinéma comme assistant de Rex Ingram et d'Alfred Hitchcock avant de réaliser quelques quota quickies. Les quota quickies, ce sont des petits films d'environ 1 heure tournés à la va-vite qui étaient destinés à être projetés en première partie des films américains en Grande-Bretagne afin d'éviter que le cinéma américain n'étouffe les productions anglaises. Powell en réalisera 23 entre 1931 et 1936. Ensuite, il rencontrera le scénariste d'origine hongroise Emmerich Pressburger, avec qui il va créer la fameuse maison de production The Archers. Ils travailleront ensemble pendant 2 décennies durant lesquelles ils réaliseront une vingtaine de films, pour la plupart considérés à juste titre comme des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Leurs films font preuve d'une originalité et d'une liberté de ton stupéfiante. Ils développent un cinéma aventureux, exigeant, accouchant d'œuvres variées et ambitieuses visuellement, souvent empreintes d'un propos lorgnant vers la métaphysique. Ils sont les réalisateurs les plus importants et les plus aimés du Royaume-Uni, alors que leur cinéma est on ne peut plus éloigné du naturalisme de la production anglaise de l'époque. Ils connaissent alors une heure de gloire exceptionnelle, et on leur offre des moyens considérables. Même un conflit ouvert avec un personnage de l'importance de Winston Churchill, qui n'appréciait pas leur cinéma car le trouvant antimilitariste, n'a en rien entaché leur réputation ou freiné leur fulgurante ascension. C'est dire l'importance de ces 2 auteurs dans la culture populaire britannique de l'époque. L'historien du cinéma anglais Ian Christie émet l'hypothèse qu'il faudrait considérer la période glorieuse des Archers comme une aberration, une anomalie dans l'histoire du cinéma anglais, un cinéma qui inflige habituellement de si mauvais traitements à ses cinéastes. Malgré toutes ces qualités, leur cinéma passe totalement inaperçu en France. La faute peut-être à François Truffaut, qui détestait le cinéma anglais et défendait les productions américaines. Eh ben oui, à ses yeux, Hitchcock était plutôt américain. Dans 30 ans de cinéma britannique, Raymond Lefebvre et Roland Lacourbe décrivent le cinéma de Powell en ces termes. Le cinéma est un art qui parfois, au travers et à l'aide de ses impacts purement physiques, parvient à toucher le cœur après l'esprit. Mais cette performance est rare. Michael Powell est l'un des 2 ou 3 grands cinéastes à avoir réussi ce miracle. Powell s'inscrit ouvertement dans la filiation de Georges Méliès. C'est un cinéaste de l'imaginaire chez qui on trouve un refus du réalisme ou tout du moins du naturalisme. Il lui préfère une affirmation totale de l'artifice et de la magie. Par exemple, voici le conseil qu'il donna à Bertrand Tavernier dans une lettre. « J'ai admiré le réalisme de la photographie, mais maintenant que tu as trouvé le ton et l'effet, essaie d'introduire des taches de lumière inattendues comme on en trouve dans les peintures de la Renaissance. Le vrai n'est pas toujours la vérité. » Après 18 années foisonnantes à travailler ensemble, Pressburger et Powell décident d'un commun accord d'arrêter leur collaboration. Powell va traverser une période de doute. Il cherche à faire un film sur Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, mais découvre que John Huston est déjà en train de mettre sur pied la production de Passion secrète. Il décide d'arrêter là ses recherches et va rencontrer Leo Marx, un ancien cryptographe des services secrets britanniques. Ce dernier lui propose de faire un film sur un scopophile, qui tuerait grâce à une caméra. Scoptophilia, the morbid urge to gaze. Le sujet intrigue Powell qui accepte. Ce film, ce sera Peeping Tom, ou Le Voyeur par chez nous, que l'on pourrait décrire comme une sorte de Jack l'Éventreur qui aurait trop vu L'Âge d'Or de Buñuel et Fenêtre sur cour de Hitchcock. L'expression anglo-saxonne Peeping Tom, qui donne son titre original à l'œuvre, vient de la légende de Lady Godiva. Au XIe siècle, les habitants de la ville de Coventry en Angleterre menaient une existence difficile, écrasés par les impôts que prélevait le comte de Mercy. Son épouse, Lady Godiva, prit pitié du peuple et implora à plusieurs reprises son mari de diminuer les taxes. Celui-ci accepta de réduire les impôts à une seule condition, que sa femme traverse nue la place du marché de Coventry. Lady Godiva accepta le marché. Pour montrer leur reconnaissance, tous les habitants de Coventry jurèrent de se cloîtrer chez eux pendant son passage et fermèrent leurs volets. Seul un curieux du nom de Tom enfreignit la consigne et jeta un coup d'œil à la dérobée. Il devint aveugle sur le champ.
C'est de là que vient l'expression anglaise Peeping Tom, peep en anglais voulant dire coup d'œil. Lorsque le film de Powell sort sur les écrans en 1960, c'est un scandale. Les critiques le détestent, le public l'ignore et les distributeurs, honteux du métrage, ne l'exploitent presque pas. Ils revendent les droits du film qui sera vaguement diffusé aux États-Unis dans les réseaux de cinéma érotique. I'm told by a friend that you have some views for sale. C'est en fin de compte le film le plus pervers et le plus répugnant que je me souvienne avoir vu, écrira Isabelle Quigley dans la revue The Spectator. Le Voyeur brisera la carrière de Powell pendant 20 ans. Les films réalisés avec Pressburger, quant à eux, continueront d'être diffusés à la télévision et auront une influence considérable sur toute une génération de cinéastes. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Bertrand Tavernier se démèneront pour réhabiliter Le Voyeur et son réalisateur. Au-delà de son aspect amoral et de son côté satirique, si ce film est si mal reçu à sa sortie, c'est parce que tout ce qui était reproché habituellement au film de Michael Powell se trouve ici amplifié, exacerbé, épiphanisé. Une mise en scène ostentatoire, le trop de symbolisme, l'érotisme latent et pervers, et des connotations sexuelles. There he goes again. What have you got under there, a girlfriend? Pourtant, Michael Powell décrira son film comme très tendre, très gentil, presque romantique. Bon, c'est vrai qu'au fond, ce n'est qu'une évocation romantique de la naissance de l'amour chez un jeune homme candide et une jeune fille naïve qui ne savent pas ni l'un ni l'autre comment s'y prendre. Et en se laissant aller, ils vont découvrir ce qui se cache au fond d'eux-mêmes. Pour Powell, c'est un film qui est plein de compassion pour ce diabolique meurtrier, mais ce n'est pas un meurtrier, c'est un caméraman. Si le film subit un tel rejet, c'est certainement parce qu'il imbrique parfaitement le fond et la forme, mettant à jour le plus littéralement du monde la pulsion de voyeur qui existe non seulement au sein de chaque réalisateur, mais aussi de chaque spectateur. Dans les entretiens avec Pierre Cabane, l'artiste Marcel Duchamp explique qu'il y a d'un côté celui qui fait l'œuvre et de l'autre celui qui la regarde, et qu'il donne à celui qui la regarde autant d'importance qu'à celui qui la fait. Dans Le Voyeur, le sujet, le dispositif et sa réception font corps dans une mise en abîme qui ne peut être dénouée, ne ménageant aucune porte de sortie au spectateur. Ben oui, il s'agit d'un film pensé par un réalisateur dont le regard passe au travers d'une caméra tenue par un personnage qui filme ses meurtres et se les projette ensuite. Le sous-texte est quand même très violent. Regarder un film est pervers et filmer tue. Alors qu'en achetant un ticket pour Le Voyeur, les spectateurs de l'époque pensaient aller voir un divertissement avec un peu de nudité et d'horreur, Come on, Sonny, make us famous. les voilà subitement impliqués dans le questionnement du film en étant obligés de s'identifier à un maniaque. Dès la séquence pré-générique, nous sommes immédiatement plongés dans le regard d'un voyeur qui s'avérera être un tueur. Juste après, dans le générique, Powell impose une cooptation du regardeur, définissant un accord tacite face à ce qui est montré et vu. Ainsi, dès le début du film, nous ne percevons le monde qu'à travers les yeux de Mark. D'où l'absence de réalisme dans le décor de la rue et l'affirmation de l'artifice et de la mise en scène, toujours présente dans le cinéma de Michael Powell. On a beaucoup comparé Le Voyeur avec Psychose car ils ont beaucoup de points communs. En effet, Powell et Hitchcock sont des cinéastes anglais qui réalisent tous deux en 1960 deux films qui parlent de jeunes gens qui ont quelques problèmes avec leurs géniteurs, au point de devenir des assassins. Ces deux films rompent avec l'horreur et le fantastique traditionnel en s'ancrant dans le réel. De ce fait, ils se partagent la paternité du cinéma horrifique moderne. Et surtout, ils placent tous deux le voyeurisme au cœur du genre. Dans ces deux films, on voit déjà poindre le rapport moral qui sera inhérent au slasher, les victimes étant toujours des personnages qui ont commis une faute aux yeux de la société. Une femme voleuse et adultère dans Psychose, des prostituées ou des modèles de charme dans Le Voyeur. It'll be £2. La différence notable entre le slasher et ces deux films est que nous sommes en empathie avec le tueur, nous le comprenons. Pire, dans le cas de Powell, nous voyons carrément à travers ses yeux. Un motif dont se souviendront Bob Clark pour Black Christmas et Carpenter avec Halloween, et qu'on retrouve également dans Angst de Gerhard Cargill, Maniac de William Lustig, ou d'une autre façon, Phantom of the Paradise de De Palma. You want that creep to open a paradise? No, not him. Music. Listen to the music. Pour chaque meurtre, Powell affine sa mise en scène et la raffine afin de continuer à nous plonger dans le regard du tueur. Si dans la séquence d'introduction, nous sommes parachutés sans aucune préparation dans la peau d'un meurtrier, et ce par le dispositif de mise en scène avec la caméra incluse dans la diégèse, pour le second meurtre, c'est encore plus subtil. Lors de l'assassinat de Viviane, interprété par Moira Shearer, personnage principal des Chaussons Rouges et des Contes d'Hoffmann, Powell refuse le dispositif filmique habituel du champ contre champ, obligeant le spectateur à regarder uniquement du point de vue de Mark et jamais de celui de la victime. Comme le souligne avec justesse Didier Truffaut, de meurtre en meurtre, le film montre moins. Le premier meurtre se termine sur le gros plan de la prostituée, le second sur l'expression terrorisée de la figurante vive, et le dernier sur le plan d'ensemble montrant Mark debout et le mannequin allongé attendant qu'il la photographie.
Cette orientation elliptique se démarque du film d'épouvante en diminuant l'importance des meurtres pour se concentrer sur le dispositif qui les détermine. Car ce qui hante tous les films de Powell, à commencer par son chef-d'œuvre Les Chaussons Rouges, c'est bien l'idée de mise en scène comme volonté de puissance et comment l'acte de création peut nous dévorer et nous détruire. Dans chacune de ses œuvres, Powell fait un éloge de l'artifice et de l'illusion qui se retrouve porté à un point culminant de perversité dans Le Voyeur avec le meurtre de Viviane. C'est d'ailleurs en particulier dans cette séquence qu'on peut trouver la matrice du giallo italien, la mise en scène ritualisée du meurtre. Ici, ce n'est pas la finalité, c'est-à-dire le meurtre qui est en jeu. Tout comme le suspense, ce n'est pas l'enjeu puisqu'on sait pertinemment ce qui va arriver. C'est la mise en forme de la chose, son élaboration, sa précision, son raffinement, sa fétichisation qui sont mis en exergue par des dispositifs ostentatoires comme des mouvements d'appareils visibles, un jeu d'acteurs exagéré ou des éclairages de couleurs marqués. Les éclairages, les décors et les paysages servent toujours chez Powell à accentuer l'état d'esprit des personnages. C'est une leçon qu'il a retenue de l'expressionnisme allemand. Dans Le Voyeur, le lieu clé est la salle de projection, la chambre noire de Mark. Elle est la matérialisation de son inconscient et le lieu du refoulement, un parallèle avec Fritz Lang, autre réalisateur passionné de psychanalyse. Pour accentuer encore la question du visible et du refoulé, du regard comme le mensonge, c'est un personnage aveugle qui voit la vérité dans ce film, comme dans Suspiria d'Argento, et surtout comme dans M le maudit, auquel Powell semble rendre hommage dès l'introduction du film avec le sifflement. Mais revenons-en au lien entretenu avec le film d'Hitchcock. Avec l'explication finale du médecin qui parle du trouble dissociatif de l'identité de Norman Bates, Hitchcock offre une porte de sortie au spectateur pour l'aider à se défaire de son identification initiale au personnage. Powell, quant à lui, est dans une tentative de compréhension et d'explication beaucoup plus perverse et ambiguë. Alors que grâce à la psychiatrie, psychose peut s'expliquer par une maladie mentale qui est un phénomène extérieur, le voyeur, lui, n'existe intrinsèquement que grâce à l'outil cinéma et à celui qui le regarde, c'est-à-dire nous. Le pervers, nous explique Freud, est quelqu'un qui a une sexualité infantile dans une vie adulte et qui n'arrive pas à fantasmer. Pour cela, il doit passer par la mise en scène pour générer l'excitation. Mark, what are you doing? Wanted to photograph you watching. No! Alors certes, je sais que la psychanalyse est critiquée pour son manque de fondement scientifique au point qu'on dit qu'il s'agit d'une pseudo-science. Cependant, si sa pratique reste très controversée, beaucoup de réalisateurs comme Alfred Hitchcock, Fritz Lang ou John Boorman n'hésitent pas à utiliser ces systèmes et ces symboles pour structurer leurs récits, comme d'autres utilisent des archétypes issus de la mythologie ou de l'alchimie. On notera d'ailleurs que Carl Gustav Jung cherchait précisément ce qui relie les deux. Mais bon, c'est un vaste sujet qui mériterait un épisode à lui tout seul. Sachez seulement que comme nombre de ses confrères cinéastes, le but de Powell n'est pas de valider les thèses de Freud, mais de s'en servir comme d'outil symbolique pour impliquer intimement le spectateur dans les thèmes de son film. Par exemple, dans Le Voyeur, on voit le père de Mark agresser son enfant avec sa caméra. Il est d'ailleurs troublant de voir qu'une des rares figures paternelles du cinéma de Powell est un père sadique et intrusif qu'il interprète lui-même, et que c'est son vrai fils qui joue le jeune Mark. Ce faisant, il rejoint l'avis de l'auteur surréaliste Alain Joubert, pour qui filmer, c'est violer une intimité, c'est ôter de l'innocence, c'est se comporter en sadique. La pulsion sadique peut se transformer en masochisme lorsque le moi devient sujet de la violence, ce qui peut aller jusqu'au suicide. Mark recherche sa propre peur, il est prisonnier d'un mécanisme psychique dont il ne sortira pas. En latin, le mot imago peut se traduire littéralement par ombre des morts et désignait le masque mortuaire moulé sur le visage d'un défunt. C'est un terme que Carl Gustav Jung introduit en psychanalyse en 1911 et qui désigne la représentation imaginaire, plus ou moins consciente, qu'une personne se fait d'elle-même et de ses parents. Selon Jung, c'est l'image qui nous construit en tant que sujet. Et c'est bien ça que cherche Mark avec sa caméra. Trouver l'image qui lui manque, cette image de soi qui pourrait assurer une cohérence à son psychisme qu'il sait malheureusement déviant. Whatever I photograph, I always lose. Mais c'est une quête vaine, une aporie, car dans le film comme dans la vie, si on n'y prête pas attention, l'image fascinante peut nous dévorer et nous détruire. Ce qu'on n'excusera pas à Powell, c'est d'avoir mis à jour aussi frontalement qu'il y a autre chose que le cinéma qui s'accroche à notre œil lorsqu'on regarde un film. Et ce qui s'y accroche, c'est en nous, en notre âme et conscience, que ça se joue et se règle. C'est en effet au spectateur de déchiffrer les hiéroglyphes que le voyeur en nous a pu saisir au détour d'un plan, sans le comprendre au premier coup d'œil. Avec Le Voyeur, Powell soulève la question du réalisateur comme criminel et du spectateur comme témoin pervers. Car si le cinéma est une surface de projection, d'où ses liens étroits avec la psychanalyse, alors Le Voyeur est à la fois une réflexion sur le cinéma dans tous les sens du mot réfléchir, et une question sur l'éthique du regard, sur le statut des images et celui du regardeur en particulier. Question que reposera quelques années plus tard Antonioni dans son Blow Up. L'œil de la caméra peut devenir l'œil de l'esprit. Aussi, l'œil de la caméra peut devenir l'œil du cauchemar, le regard du sorcier, la clé des métamorphoses.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter et à vous abonner à la chaîne Zoanima, dont l'auteur de cet épisode est le taulier. J'en profite également pour remercier tous ceux qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee, ainsi que ceux qui souscrivent à notre chaîne YouTube. A bientôt!